débrief. Ça part. Après, faut enchaîner. Bon, les meufs, c'était excellent comme expérience. Je suis tellement heureuse. C'était extraordinaire. Putain, 12 femmes très différentes, mais en même temps... Très complémentaire. Non, mais c'est marrant parce qu'en le faisant, le podcast, évidemment, je croyais énormément au projet au début de toute cette aventure. Mais vraiment, en le faisant, ça m'a inspiré moi-même et ça m'a donné moi-même des idées sur mes projets. Enfin, vraiment. Bah, en fait, moi, j'ai souvent la chance de parler avec des gens incroyables et je me dis, oh là là, ces gens sont tellement incroyables, j'aimerais mettre un micro parce que j'ai pas envie d'être la seule à en profiter. Et là, j'ai l'impression d'avoir fait ça. Genre, juste, je me suis fait des conves avec des gens de ouf, Oui, enfin, des femmes on s'est fait plaisir, en fait. Et j'ai juste posé le micro et la caméra. Merci, Aaron. Voilà. Et justement, c'est un peu le moment là, vous avez plein d'a priori ou de clichés sur les femmes corpo, de débriefer. C'est quoi finalement l'anecdote qui vous a le plus marqué si on fait un petit bilan? Bah, moi, j'ai bien aimé quand même ces histoires de les maris des femmes qui, effectivement, laissent leurs femmes mener leur carrière et s'occupent des enfants, etc. Notamment Marie-Laure Leclerc de Sousa, qui disait, voilà, effectivement, que son mec a pris la responsabilité de la gestion de la famille, etc. Pendant que elle allait mener sa carrière. Et ça, je trouve que c'est vachement positif. Il y a des hommes qui sont avant-gardistes dans ce genre d'action, quoi. Moi, très clairement, c'est Elisabeth Richard, épisode 1, qui dit que il y a 20 ans, donc en 2004, on les appelait les poulettes de la com. Donc c'était les poulettes de la com qui étaient là pour organiser le séminaire, organiser les trucs pour les hommes, en fait. Tu vois, En fait, la com, c'est un peu l'endroit où Enfin, à l'époque, voilà. C'est le foyer de la boîte, quoi. Oui, mais c'est un peu genre, les poulettes de la com, elles vont nous faire ça, et nous, pendant que nous, on fait du business, tu vois. Et comment elle raconte le début de la prise de conscience, dans sa boîte à elle qui est NJ, mais je pense que c'est un peu le moment de la prise de conscience dans la société, de l'inégalité professionnelle totale. Et moi, ce qui m'a très, très intéressée et vachement impactée, c'est que c'est une histoire qui a 20 ans, la quête de l'égalité professionnelle. Donc c'est tout récent. Il y a 20 ans, moi j'avais déjà 10 ans. Bon, elle était pas née, mais tu vois. T'es dur, il y a 20 ans, j'avais 5 ans. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'ai l'impression qu'on interrogeait quand même 12 femmes corpo, mais qui pour autant ne se sont jamais senties femmes, enfin plus que elles ne se seraient senties hommes. C'est-à-dire qu'elles nous ont quand même raconté des anecdotes un peu perturbantes, mais à la fin, on n'a jamais eu le sentiment qu'elles avaient vu leur statut de femme, si je peux résumer ça comme ça, comme un frein ou un handicap dans leur vie de tous les jours, quoi. Elles ne sont pas posé la question. C'est ça que je trouve hyper intéressant. Et ça, c'est en lien avec un peu parce qu'on leur a posé la question de se dire, vraiment, quand même, t'as quand même été confronté à du sexisme, un peu par le français sur ces affaires-là. Ouais. Et en fait, je pense que c'est lié vraiment à leur personnalité et à comment leur succès aussi a participé à créer, des femmes de conviction, des femmes qui n'ont pas peur et qui brisent un peu tous les tabous, tous les plafonds de verre. Et ça fait du bien. Et je trouve que ce podcast, c'est vraiment un catalogue de témoignages de que des femmes qui y vont et qui brisent tous les codes, quoi. Mais est-ce que tu as une leçon qui s'en dégage, à retenir pour nos auditrices, qui serait vraiment une aide pour leur carrière de femme corpo? Alors moi, ce que je retiens, c'est peut-être... elles disent toutes quand il y a un truc pas bien qui se passe, ce qu'il faut faire, c'est dire. Il faut parler, il faut dire. Ouais. Il faut pas laisser les choses se faire. Et je trouve que on a créé beaucoup d'espaces, et tant mieux. Et encore, il y en a encore à construire, mais de femmes qui aident les femmes, qui s'aident entre femmes, qui se mentorent entre femmes. Mais à un moment, il faut dire aux hommes pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe. Et je trouve que je sais pas, il y en a plusieurs qui ont dit on regrette jamais après. Si il y a un truc qu'on veut dire et qu'on dit pas, on le regrette pas. Tu vois, Sophie Ibora, elle nous a dit quand on se fait couper la parole systématiquement, il faut le dire en fait. On peut pas ne pas dire ça. Et c'est vrai que moi-même je le dis pas à chaque fois. Si je trouvais que t'avais un truc aussi qui est ressorti une ou deux fois. C'était la question est-ce que tu peux être toi-même, et comment tu peux l'être, et c'était de dire tu peux être toi-même, mais pas l'imposer aux autres. C'est aussi de jouer des codes, de t'adapter et de trouver comment le faire. Et que c'était même, c'était Emmanuel Favre qui avait dit ça. C'était même fait partie des skills que tu dois avoir en entreprise. C'est pas un truc à part. Enfin, en tout cas, j'ai bien retenu ça. C'est vrai, ouais. Et si tu dois apprendre à le faire et à l'utiliser sciemment. Moi, en tout cas, c'est un conseil que j'aime bien retenir. Mais surtout, ça fait plaisir de dire qu'il y a autant de femmes brillantes, ambitieuses, qui sont à la tête ou qui ont des rôles majeurs dans des grosses boîtes françaises. Parce qu'on a quand même vu 12 femmes hyper intelligentes, émotionnellement et intellectuellement.
Et c'est agréable de dire que le monde corpo porte quand même des femmes comme elle. Ouais, c'est clair. Et je crois que tout ça a un peu à voir avec la confiance en soi. C'est toujours cette question-là, hein, de toute façon, de savoir si on croit en nos idées ou on croit en notre légitimité. Ce mot légitimité, il est revenu très souvent aussi dans le podcast. Et toutes, d'ailleurs, elles nous ont dit cette histoire de légitimité. Enfin, voilà, il faut s'en détacher. Vous êtes légitime. Si on vous demande de faire une tâche, vous êtes légitime. Oui, voilà. Et sur la confiance, faire confiance aux autres. Je sais plus laquelle des femmes corpo nous a dit, si t'as pas confiance en toi, fais confiance aux autres pour avoir confiance en toi. Si les autres ont confiance en toi, c'est que tu peux avoir confiance en toi. Et en fait, ce qui compte, c'est pas les hard skills dans le sens vraiment les compétences techniques, c'est la détermination. Tu vois, en fait, je sais pas, faut et la prise de risque aussi. Faut que les femmes se détendent, je pense, sur voilà, est-ce que je suis compétente à cet endroit, etc. Et plutôt se dire, j'en ai envie, donc je vais y arriver parce que c'est à ma portée. Et si je me trompe, je ferai en sorte, enfin voilà, je vais faire du mieux que je peux. Mais si à un moment je fais une erreur, ça arrive, voilà, l'erreur est humaine. Et en fait, elles travaillaient toutes dans des secteurs très différents, quand même. Et c'est quoi le point commun qu'elles auraient? Enfin, là, on en vient, je pense. Enfin, en tout cas, moi, ce qui m'a vraiment parlé, c'est la relation au père. Je sais plus. Oui, mais vraiment dans un truc de psychanalyse. Mais j'ai trouvé ça dingue parce que toujours dans ce rapport de pas se dire je suis une femme avant de se dire je suis une chef d'entreprise, je suis une DRH, je suis une DIRCOM, je suis une mère, etc. C'est ce truc de à quel point leur père ne s'est jamais dit va dans un coin ma fifi jouer à la dinette, quoi. Que c'est des pères qui se sont sentis très légitimes de lui dire aie confiance en toi, prends des rôles, prends une position et une opinion, parle en action, en fait. Ils ont mis leur fille en action et c'est ça que je trouve intéressant. Active face aux choses et pas passive. Moi, ce qui m'a marqué, mais plein de choses m'ont marqué, mais une des choses qui m'ont marqué, c'est quand elles se présentaient, 95% des femmes corpo se sont d'abord présentées dans leur rôle de maman. Et ça, c'était assez fort aussi, je trouve, parce que ça prouve que, en fait, si on décide d'avoir des enfants, ce qui est un choix et tous les choix sont honorables, eh bien, ce rôle-là est important tout autant que son rôle de carrière. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Mais tu avais un axe aussi qui revient souvent chez les femmes corpo, c'est si tu veux avoir une carrière ou progresser, etc., est-ce que tu dois sacrifier des choses? Et ça a été abordé de plusieurs façons, mais qu'est-ce que vous en avez retenu? Ça, elles l'ont dit, c'est sûr que choisir, c'est renoncer, voilà. En revanche, je les ai trouvées toutes, et d'ailleurs, c'est une impression générale sur vraiment les leaders. Je les ai trouvées toutes assez détendues. Elles prennent le temps de faire ce qui leur tient à cœur. Il y en a qui sont sportives, ouais, voilà. D'autres qui vont à des concerts 3 fois par semaine. Voilà, qui ont une vie culturelle, une vie familiale, etc. Et c'est vrai qu'on a l'impression, peut-être en début de carrière, que pour réussir, faut être en mode sprint, nez dans le guidon, on y va, on y va, on y va. Alors qu'en fait, je pense que sur la durée, hyper important de s'inspirer. En fait, avec ces femmes, j'avais l'impression qu'on était en coaching gratuit. Trop bien. D'ailleurs, profitez-en, mesdames et messieurs. Coaching gratuit de femmes dirigeantes. En vrai, c'est ça le pair à pair qui fait progresser. Et je trouve que c'est hyper important de prendre le temps d'écouter ce genre d'épisode, de voir comment les autres fonctionnent. En fait, faut s'ouvrir les chakras, quoi. Et c'est comme ça qu'on avance sur le long terme. Et c'est pas juste en ayant le nez dans le guidon avec une to-do list qu'on va accomplir. Voilà. Et ce qui est intéressant, justement, je trouve que c'est le rapport aux autres. C'est-à-dire que toutes, elles ont parlé d'elles parce qu'en même temps c'était ça le sujet, mais elles ont aussi beaucoup parlé des autres et notamment des rôles modèles. C'est quelque chose qui est énormément revenu. Comment elles se sont inspirées de rôles modèles pour arriver là où elles en sont. Et aussi à quel point elles n'ont pas écrasé les autres pour arriver là où elles sont. On a parlé de carriéristes, on a parlé d'ambitieuses, on n'a pas parlé de Shark, de la dirigeante Shark qui est prête à tout pour arriver là où elle veut aller. Et ce que j'ai trouvé chouette, c'est que j'avais pas le sentiment qu'on était face à des sharks, mais des femmes qui ont toujours respecté les autres pour arriver là où elles en sont. Et ça, c'est vraiment pour moi une des leçons essentielles. C'est comment arriver au top niveau sans que personne ne se soit senti lésé sur ton chemin. Ça me fait plaisir ce que tu dis. Parce que ça me fait plaisir pour la communauté féminine et pour les femmes de ce monde parce que, je sais pas, ce podcast, ça montre que, en fait, en tant que femme, on se remet en question aussi, même sur ça, même sur un truc où on est discriminé parce que les égalités salariales, etc. Mais même si on n'est pas arrivé au niveau de l'égalité, eh ben, on sait qu'on est sur cette voie et on se remet quand même en question. Et ce podcast, c'est ça, c'est de se remettre en question de c'est quoi être une femme corpo, quels sont les do's et les don'ts, qu'est-ce qu'on n'a plus envie de voir, qu'est-ce qu'on a envie de voir.
Ça, c'est intéressant. Ouais, et juste moi, je rajouterais, il y a un moment où la mode, c'était de parler de leadership au féminin, comment les femmes peuvent être des hommes comme les autres, comment les femmes vont tellement être des hommes encore meilleurs que les autres. Moi, dans mon secteur, la politique, ça m'a toujours marqué de voir, je sais pas, le style des femmes politiques, Merkel et compagnie, qui étaient vraiment des hommes comme les autres, et des hommes meilleurs que les autres même. Et en fait, je trouve que ça m'a un peu rassurée parce que moi, je cherche plutôt la voie d'un leadership au féminin où, au contraire, on va mettre, si tant est qu'existe, et alors tout ça est pas très important, mais des traits plus féminins dans le rapport aux enfants, dans le rapport aux autres, dans le rapport à la famille, et des traits plus masculins. Et encore, le masculin peut avoir des traits féminins, enfin, on va pas rentrer là-dedans, mais voilà. Mais en fait, moi, j'aimerais qu'on aide les hommes à avoir un leadership au féminin et qu'on arrête. Et je pense, sur mes questions politiques, encore une fois, que ça pourrait nous faire du bien sur la résolution de quelques crises. Voilà. Donc, ce que j'ai aimé, c'était de voir ces femmes qui ont, je dirais, entre 40 et 60 ans, avoir quand même bien laissé leur part voilà, féminine, comme tu l'as dit, elles se présentent avant tout comme des mamans, etc. Enfin, voilà. Elles ont un monde qui est quand même beaucoup plus vaste que leur job de patronne. Un conseil qui est ressorti, c'était d'être soi-même. Ça, on l'a beaucoup entendu, soyez soi-même, et même le fait que c'était pas si facile d'être soi-même. Mais être soi-même, c'est justement, c'est pas être policé ou avoir endossé des codes qui sont pas les tiens. Ce qui peut marcher pour un mec, c'est aussi sois toi-même. Donc ça c'est un bon conseil là-dessus. Et après, je sais pas, vous les avez trouvés plutôt optimistes sur justement le leadership au féminin, ou réaliste, mitigé, enfin c'était. Moi, je dirais réaliste et optimiste. C'est-à-dire que c'est compliqué de leur enlever leur réalisme parce que pour moi, elles sont au cœur du réacteur vu qu'elles sont dans les entreprises et que c'est là où quand même se passe beaucoup de choses pour les femmes et qui sont assez quand même démonstratives de la société dans laquelle on vit. Donc, je dirais que je leur fais confiance sur leur réalisme, en tout cas au sein de l'entreprise. Et ensuite, oui, je les ai trouvées très optimistes, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas retrouvés face à des femmes qui ont tapé sur les hommes pendant 45 minutes, bien au contraire, qui ont été plutôt ultra positives et ultra optimistes sur l'avenir, sur le fait que c'est un combat qui se mène à deux et que les hommes ont leur part à faire mais qui sont déjà d'une certaine manière en train de la faire. Enfin, certaines d'entre elles auraient pu casser du sucre pendant 45 minutes sur dire à quel point les hommes cultivent ce monde patriarcal, elles l'ont pas fait. Je suis complètement d'accord avec toi et en fait, c'est un exemple criant du fait que les femmes qui réussissent ont un partenaire qui les place dans un épanouissement personnel, dans un bonheur au quotidien. Elles ont tous dit du bien de leur mari, en fait. Donc ça prouve quand même que les mecs, soyez cool avec vos femmes. Elles vous le rendent bien. Et non, mais c'est ça, exactement. Donc c'est un bon apprentissage, ça. Alors moi, je suis un peu moins enthousiaste que vous sur cette question. Parce que je pense qu'il y a un biais chez les femmes qu'on a interviewées, c'est que c'est des femmes qui font des choses, qui sont dans l'action, et en plus ça marche pour elles, parce qu'elles ont toutes des gros postes, etc. Du coup, quand tu es à cet endroit de la société, forcément tu dis allez, on y va en avant. Et j'ai lu le livre de Marlène Schiappa, qui est notre épisode 3. Allez le voir, il était vraiment cool, sur l'égalité professionnelle. Et j'avoue que je pensais que Marlène Schiappa, elle était aussi dans ce discours allez les femmes en avant, et j'ai trouvé son livre assez pessimiste. Pas parce qu'elle y met un ton en particulier, parce qu'elle met de la donnée, en fait. Et donc, parfois, faut aussi être capable de regarder les choses avec des témoignages qu'on trouve intéressants, mais aussi avec des chiffres. Et malheureusement, les chiffres, le compte n'y est pas. Oui, mais ça, on le sait. On sait qu'on n'y est pas. On sait qu'on est en train d'essayer de voir où est-ce que c'est cette direction-là. Mais t'as tout à fait raison. Il faut être absolument conscient des chiffres et des données. Maintenant, c'est vrai que c'est intéressant de mettre la lumière que sur ces femmes-là pour donner de l'envie aux autres et les motiver, quoi. Alors, par ailleurs, Julia était très attachée tout au long des épisodes de poser, et c'était une très bonne question, de poser la question du background socioculturel, d'où viennent ces femmes. Oui. Et je crois, il y a Najwa Ardouini Aladfani qui vient d'un milieu plutôt modeste. J'ai l'impression qu'autrement, c'était quand même à chaque fois ou des familles vraiment bien insérées dans les services publics, alors des classes moyennes, mais avec des rôles sociétaux, associatifs, en tout cas vraiment des gens bien insérés dans le système sociétal, quoi. Soit des personnes avec un capital économique assez élevé. Et en fait, pareil, tu vois, est-ce que, dans le féminisme, je crois qu'on peut pas oublier aussi les discriminations sociales. Et qu'est-ce qu'une femme qui vient d'un milieu modeste vs une femme qui vient d'un milieu
aisétiste ou aisé. Non, mais aisé avec un fort capital, ça peut être économique, mais ça peut être aussi culturel. Genre une fille de prof ou une fille d'artiste, elle n'a pas forcément beaucoup de moyens financiers, mais elle a un capital social. Enfin, bref. Et ça, et aussi une question que je voulais vous poser, c'est finalement, est-ce que les femmes corpo, est-ce qu'on est si différentes de vous, entrepreneuses? Je pense. Oh là, elle nous pose une colle. Je pense parce qu'elles ont réussi pour le coup un exercice qui est, je pense que les entrepreneurs auraient plus de mal à réaliser, c'est l'exercice justement de pas imposer son soi, son soi à tout prix. Ouais. Et je pense que les femmes qui font des entreprises, si je puis me permettre, sans viser Flora, sans viser Julia, sans me viser moi, qu'une des raisons pour lesquelles on a décidé d'entreprendre, c'est pour être la boss et c'est pour pouvoir quand même imposer une vision sur notre activité. Mais après, c'est une question de personnalité. Encore une fois, le salariat, l'entrepreneuriat, c'est pas une fin en soi. Les deux sont bien. Ça dépend de ta personnalité et du moment de ta vie, parce que c'est ce qu'on se disait. Ça nous a même donné envie de peut-être un jour rentrer dans une entreprise. Julienne, dans un épisode, t'as même voulu être une femme corpo. Grave. Avec, c'était avec qui? Sony, il me semble. Non, Marlène Schiappa. C'est avec Marlène. Je sais plus, mais il y en a une qui m'a donné vraiment envie, où je me suis dit, mais attends, mais peut-être que ma place, en fait, est dans une entreprise. Mais potentiellement, peut-être qu'un jour, j'y reviendrai. C'est pas une fin en soi. L'objectif, c'est d'être épanoui là où on est. Voilà. Alors, moi, il y a un sujet corpo, mais il y a aussi un sujet générationnel. J'ai beaucoup admiré ces femmes dans leur capacité à jouer collectif et à ne penser que par rapport à leurs équipes, par rapport aux autres, comment les autres, elles les aident à grandir, comment les autres les font grandir, une curiosité envers les autres, etc. Et je crains que, en fait, aujourd'hui, on a plein d'autres digitaux. Par exemple, on n'a pas besoin, quand on crée une boîte, on peut être seul pendant un long moment, parce que maintenant, en plus, avec l'IA, n'en parlons pas, mais on a des outils de graphisme, de secrétariat, de back-office, qui sont digitaux. Donc, en fait, on a beaucoup remplacé, enfin, je me suis souvent dit ça pendant les épisodes, après, c'était pas trop le sujet, donc je suis pas rentrée là-dedans, mais non, mais c'est vrai, on a souvent remplacé une équipe par des outils. Alors, quand t'es à grande échelle, t'as quand même besoin de gens, mais voilà. Et du coup, je pense qu'il y a une grosse difficulté à jouer collectif dans les jeunes générations. Et c'est peut-être aussi ça qui explique la crise RH que traversent les grands groupes. Pourquoi ils ont du mal à recruter et tout? Parce qu'en fait, quand tu arrives, dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec toi ou avec ta vision, mais pourquoi je resterais là, quoi? C'est pas mon truc, c'est pas mon monde. Et en fait, j'ai admiré leur capacité à créer des mondes, inclusifs, où tout le monde peut se retrouver, etc. ou pas. Et sur toi, ta question de l'avenir du bureau, je pense que ça peut vachement se rentrer là-dedans, à savoir comment on se réunit déjà physiquement. Parce que quand je te dis qu'il y a des outils graphisme, back-office, digitaux, il y a aussi le télétravail. Enfin, avant tout, l'ordinateur te permet de ne pas te réunir physiquement. Et je sais pas, je trouve qu'il y avait un truc sur... c'est plus générationnel que femmes-hommes. Il y avait un sujet là-dessus, c'était sur le bien-être. Enfin, il y avait un peu une opposition bien-être-travail à un moment donné, ou comment tu réconcilies les deux, et vous aviez évoqué le fameux baby-foot. Mais en fait, c'est quoi dans les lieux où tu travailles, ce que tu peux créer, qui n'est pas un truc factice comme une espèce de jeu, un peu une caricature, qui te permet d'être bien au travail. Parce que vous, et je pense que c'est intéressant aussi de partager ça avec vous, parce que, en tout cas, quand je vous vois travailler, vous prenez vraiment du plaisir, et je vois que ça allie quand même le bien-être. Bien sûr. C'est pas une opposition. Pourtant, vous n'avez pas de baby-foot ici. La condition pour moi numéro 1 du bien-être, c'est aussi les gens qui t'entourent. Enfin, moi, je préfère, par exemple, être dans un bureau pas terrible, mais avec des gens valorisants, aimables, polis, respectueux, que d'être dans un bureau de ouf avec des connards. Oui, mais c'est l'entourage, toi. Bah non, oui, mais en fait, moi, mais c'est comment le bureau crée de l'entourage. Parce que moi, Oui, mais t'as quand même des gens, peu importe le bureau où ils sont pas, c'est pas des gens très aimables. Oui, non, mais en vrai, vous dites la même chose. C'est simplement que, en fait, c'est la santé du bien-être au travail. Et quand il y a des lois qui encadrent l'égalité, la non-discrimination, la lutte contre le sexisme, ça favorise effectivement un bien-être au travail. Et tu penses que le lieu peut ajouter un truc en plus? Moi, je crois que le lieu précède les transitions. Voilà, je le pense vraiment, les transformations de société et tout. Je pense qu'un lieu est la base pour créer quelque chose de cool, se retrouver, se rassembler. Donc, tout ce qui est innover, inventer des nouvelles choses, créer, je pense que le lieu a un rôle à l'origine de ça. Donc, pour moi, le lieu est fondamental pour penser la suite et l'avenir. Après, ce que je trouve fou, c'est... en fait, est-ce que c'est pas le rôle du lieu de faire communiquer les mondes?
En fait, c'est ça. Ce que nous disait Marie-Laure de Sousa, c'est qu'elle disait, c'est pas à moi de mettre une politique de bien-être, je dois m'adapter à la politique de bien-être de mes salariés parce que ma vision du bien-être est pas forcément la même que la tienne, etc. Et je crois qu'un lieu doit justement permettre au monde de communiquer, tu vois, enfin... Différent bien-être. Je sais pas, il y a vraiment... Je trouve que, je sais pas, c'est le lieu qui permet de penser le bien-être je au travail. rebondis sur ce que tu dis. Je pense que c'est aussi parce qu'on était dans ce lieu, avec le podcast, qu'il y avait une ambiance aussi un peu détendue, où les femmes ont pu peut-être plus se confier, plus être à l'aise, etc. Et qu'on a créé vraiment une safe place. Je m'imaginais toutes les quatre dans une open space ou dans une salle de réunion. Je pense que ça aurait été moins propice, en tout cas, à ce qu'on puisse écouter tous ces bons conseils. Tout à fait. On part de loin dans la culture de l'amélioration des lieux de travail. On a cette image, évidemment, des open space avec des ordinateurs séparés par des espèces de murs en carton, etc. Là, on arrive dans une nouvelle, j'allais dire, une nouvelle ère, en tout cas, une nouvelle manière de penser les lieux. Et merci Céline de nous faire profiter, en tout cas, d'un de vos lieux qui favorise le bien-être et les rencontres et les bonnes idées, en fait. Depuis qu'on est là, on a créé ce podcast, bien sûr, mais on a même créé, enfin, en fait, tu vois, au quotidien, ça aussi. Ouais. Est-ce que les entreprises, elles doivent rester entre elles? Bon, après, ça dépend de la taille des boîtes, etc. Mais où est-ce qu'elles doivent côtoyer d'autres personnes sur leur lieu de travail? Et tu vois, enfin, moi, je reviens sur une question sociale. La femme de ménage qu'on voit pas parce qu'on lui met des horaires de 6h à 8h du matin. Ou alors on la voit et les gens lui disent pas bonjour. Moi, je vois sur un de mes lieux de travail, il y a tout le temps une femme de ménage au même endroit. Elle est en charge de nettoyer le plateau, je dirais pas où. Personne lui dit jamais bonjour. Genre comme si elle était là, mais elle est pas là. Tu sais. Ouais, elle est invisible. Et Marie-Laure de Sousa, elle nous disait un truc très juste. Elle nous disait, moi, mes parents, ils m'ont appris une valeur, c'est que je parle à tout le monde de la même manière. Au patron du CAC 40, à la femme de ménage, à qui tu veux. Enfin, il y a pas, c'est des humains, genre. Et pourquoi le lieu, il aide pas à ça? Tu vois, pourquoi? Enfin, tu vois, aujourd'hui, on organise tout pour créer des discriminations sociales dans la société. Et moi, je me sentirais épanouie dans un lieu où col blanc, col bleu, tout le monde, tu vois, on est là. On peut travailler ensemble. Et c'est pas ensemble, parce qu'on n'a pas forcément le même rôle. Mais pas si facile, parce que quand je vous écoute, on entend les personnes avec qui tu travailles. Toi, Julia, tu as parlé du côté plus inspirant des lieux, puisque tu opposes le côté open space. À la fermeture de l'esprit, voilà. Bien sûr. J'imagine ce qu'on voit là, donc plus chaleureux, etc. Et toi, c'est plus l'ouverture vers les autres. Vers les autres. Mais en fait, quand tu dois le traduire concrètement, comment je vais penser un lieu avec ces ingrédients-là, vraiment concrètement, je vous donne un stylo pour le dessiner, c'est là où on pressent des choses, mais je trouve pas encore si évident que ça de comprendre comment il va falloir le faire. Et surtout, c'est pas facile d'emmener des corporates qui ont l'habitude de leurs petites habitudes vers un truc différent, quoi. C'est sûr que ça va pas dans le sens de... Je vous ai un peu éloigné du sujet en passant sur le bureau. Oui, mais c'est intéressant, Mais pensons-le ensemble, en tout cas, ce nouvel avenir du lieu de travail. Intéressant. Et on était trop heureuses de cette manière de faire ce podcast ici, c'était dingue. Ouais. Trop de belles leçons. Très heureuse. Et ben voilà. Merci. Mais peut-être qu'on peut essayer de monter une saison 2, les amis. Moi, ça me tente très bien. Parce que déjà, il y a plein de femmes auxquelles je pense. Oui, bah en fait, on n'a pas fini, c'est ça le truc. C'est ça, un goût de trop peu, quoi. Il y a un petit goût de trop peu. Des femmes qu'on a envie Il y en a des inspirantes auxquelles je pense qui méritent d'être dans la saison 2. Voilà. Bah à bientôt. On a hâte de les mettre en lumière. Rendez-vous dans la saison 2. Trop bien. Merci. Bisous les meufs. Allez. Ciao, ciao. Et merci Céline.